Merci beaucoup. Alors, il me semble, sauf erreur, que c'est dans un premier temps Philippe Chasson du mouvement associatif qui intervient sur ces perspectives. Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. Je juste, voilà. Écoutez, merci. Moi, je voulais partager quelques éléments de réflexion donc, avec vous sur, je dirais, à partir de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Et j'étais pas là ce matin, mais toute l'après-midi, j'ai trouvé extrêmement intéressant les différents échanges. Et puis, à partir d'analyse, on va dire, du contexte actuel et peut-être des réflexions et de ce que nous portons au niveau du mouvement associatif. Le premier élément que je voulais partager, c'est d'abord je dirais le fait que notre économie, la vie associative, l'ensemble des activités, des mouvements incarnés par les organisations associatives ou de l'économie sociale et solidaire plus globalement, je pense et je suis convaincu qu'elle constitue ce que je veux dire, ce que sera l'avenir, en tout cas, ou ce que devrait être l'avenir. Je pense que c'est un modèle qui est d'avenir et qui n'a pas encore eu son heure de gloire, si je veux dire comme ça. Je pense que tous les éléments du contexte contribuent à ça aujourd'hui. On les connaît, vous les connaissez tous, que ce soit les inégalités sociales massives et qui vont s'accroître encore avec la crise sanitaire qu'on connaît depuis 6 mois, que ce soit au niveau national ou au niveau international, les reculs en matière de lutte contre la pauvreté massifs dans nos pays, mais également dans les pays du Sud. On risque de connaître des reculs de plusieurs dizaines d'années en matière de pauvreté, dégradation des conditions sociales. Je ne parle pas évidemment du contexte climatique et de la dégradation massive de la biodiversité, l'absurdité d'un modèle de marché financiarisé qui touche à ces extrêmes aujourd'hui, et la conscience, je dirais, que par rapport à ça, à la fois les États ne peuvent plus tout, ils sont même en partie désarmés. Et évidemment, quand une crise majeure comme celle-là intervient, les marchés sont d'une certaine manière disqualifiés pour partie dans leur capacité à répondre à ces enjeux-là. Et donc, il me semble évidemment que dans ce cadre-là, l'économie associative ou l'économie sociale et solidaire plus globalement, dans sa dimension non lucrative, sa dimension, je pense, fondamentalement écologique, c'est-à-dire qui n'est pas fondée sur l'accumulation ou la prédation des ressources naturelles. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas des retombées qui peuvent être négatives vis-à-vis de l'environnement, hein. C'est un autre sujet, mais ce modèle intrinsèquement n'est pas un modèle de prédation. Une économie qui est citoyenne également semble tout à fait être, en tout cas, constituer une réponse ou une alternative à ce contexte-là. Bon, le deuxième élément, c'est qu'évidemment, nous sommes aussi dans une période de défiance démocratique majeure. Vis-à-vis d'un modèle et d'institutions, là aussi, représentatives, pour lesquelles les citoyens font de moins en moins confiance. Je ne suis pas certain d'ailleurs qu'il faille s'en réjouir, mais c'est la réalité. Et on le sait, il y a une soif aujourd'hui forte d'engagement par soi-même, d'engagement par le collectif, dans la proximité. Et je pense que toutes les expérimentations, j'y reviendrai, qui ont été évoquées dans les collectivités territoriales aujourd'hui, rendent compte de ça. Il me semble donc que ce contexte-là doit nous conforter pleinement et constituer pour nous un élément sur lequel s'appuyer. Il n'en reste pas moins qu'il faut en être conscient. Et je ne suis pas certain encore qu'à ce jour, dans l'ensemble des familles associatives, il y a la conscience de ça. C'est-à-dire la conscience que
nous faisons partie d'une économie qui est une économie de l'alternative et de l'alternance, et qu'elle doit pouvoir se vivre en tant que telle, c'est-à-dire dans sa pleine souveraineté, comme j'ai l'occasion de le dire, entre l'État et le marché, et occuper sa place pleinement, sans mimétisme, ni avec l'un ni avec l'autre d'ailleurs. Et on le sait que dans l'histoire, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, nous avons été souvent ballottés entre le mimétisme vers l'un ou de plus en plus vers l'autre, et que je pense qu'il est indispensable, évidemment, que nous soyons forts d'une identité propre. Alors ça veut dire évidemment que cette question de l'autonomie est à gagner, qu'il faut l'imposer et qu'elle repose sur tout un tas de conditions qui aujourd'hui ne sont pas pleinement réunies. Je pense que c'est un des points aussi qui a été évoqué, je crois, tout à l'heure, notamment j'ai bien entendu par Jérôme Sadier, mais c'est évidemment un point essentiel. Quelles sont les conditions de l'autonomie et pour cela, donc quels sont les éléments de reconnaissance identitaire d'une certaine manière de ce qu'est notre économie et comment elle doit se vivre en tant que telle, indépendamment, mais évidemment en complémentarité avec les autres. Alors, je pense évidemment que par rapport à tous ces points-là, il y a beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes d'abord. Et beaucoup de choses ont été dites, notamment sur la dimension démocratique de nos modèles et de nos organisations et de notre forme d'économie. La force citoyenne aujourd'hui de l'engagement qui ne se dément pas. Alors, je mets entre parenthèses la crise actuelle, mais même pendant la crise actuelle, on le sait, nous, tous les éléments d'analyse que nous avons fait, notamment au printemps dernier, démontrent que si une partie des seniors bénévoles qui ne pouvaient plus s'engager comme ils s'engageaient avant, ne pouvaient plus assumer une certaine fonction dans le monde associatif, on sait qu'il y a eu beaucoup d'engagement de jeunes et d'actifs qui, par l'arrêt de leurs activités, se sont aussi ont donné du temps. On a vu beaucoup de gens arriver dans le monde associatif qui n'étaient pas forcément habitués ou engagés par le passé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ça a été dit aussi, les formes d'engagement qui changent. Bon, tout ça, on le sait. Il y a une nécessité impérative pour nos organisations et pour les associations, à savoir se transformer et faire place à ces nouvelles formes citoyennes. Et il y a très certainement à penser des formes d'horizontalité, je dirais, de gouvernance dans nos propres associations qui doivent trouver leur bonne articulation avec les logiques de représentation aussi que nous avons en notre sein. Et j'y reviendrai, mais je pense que ça, c'est un point très important que je mettrai aussi en miroir avec la manière dont l'action publique, je pense, doit aussi se transformer dans le pays. Et de ce point de vue-là, c'est peut-être les pistes, à mon avis, du point de vue politique qui me paraissent importantes. Au-delà du contexte que j'ai évoqué, qui je pense, en tout cas, encore une fois, est favorable à notre forme d'économie, au-delà de la nécessité d'en être conscient par nous-mêmes et de travailler sur nos propres réformes internes ou de transformation à conduire, il y a évidemment la nécessité de trouver un débouché politique à tout ça. Et je pense que c'est évidemment ce qui n'a jamais été probablement réussi réellement, je veux dire, à la hauteur de ce que ça devrait être. Il n'y a jamais eu de grande politique associative dans le pays. Il y a eu des séquences, il y a eu des périodes, il y a eu des moments de soutien ou de conscience d'une politique associative, de soutien associatif, ou même de l'économie sociale et solidaire plus globalement. Il n'y a jamais eu de grande politique. Et nous pensons que ça, c'est un sujet évidemment essentiel sur lequel il faut travailler. Et il faut penser autour d'un certain nombre d'axes, cette politique-là. Moi, quelques-uns que je proposerais, c'est d'abord le fait de faire reconnaître et de défendre et de redire le caractère essentiel de la liberté associative, de la liberté d'engagement et de la liberté de l'engagement citoyen. Et je dirais au-delà de cette liberté, en particulier évidemment dans le contexte qu'aujourd'hui qu'on connaît, sa légitimité en matière d'élaboration et de participation à l'élaboration de la chose publique. Et ça, c'est un point essentiel. C'est une autre forme de légitimité que celle des élus, évidemment, mais c'est une légitimité reconnue
par le fait du droit d'association qui est consubstantiel de notre démocratie. À partir de ce socle, la nécessité, évidemment, qu'il y ait une politique d'investissement public et qui soit une politique socle pour le développement associatif, c'est-à-dire pour nourrir et renforcer et soutenir partout cette capacité citoyenne d'engagement et d'association. Et ça, évidemment, on ne l'a pas. Ça n'existe pas aujourd'hui. Ça existe avec quelques subsides budgétaires, mais il n'y a pas de politique socle de cette nature-là. Notre meilleur ennemi par rapport à ça, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire notre surdétermination, je dirais, sectorielle, fait que nous n'arrivons pas à peser sur ce qui doit être transversal et donc doit constituer cette politique-là. Et à mon avis, si on n'arrive pas à bâtir le mouvement et à faire mouvement au-delà de nos déterminations sectorielles et de nos missions sociales particulières, il sera difficile d'arriver à ça. Mais ça me paraît être un élément fondamental. Le deuxième, c'est celui d'une grande politique de renforcement et d'accompagnement et de structuration de la vie associative. On vit depuis trop d'années une forme d'éclatement, je dirais, alors qui est peut-être dû, et c'est pas forcément mauvais, mais à une tendance au small is beautiful qui a pris le dessus, à une fatigue aussi des logiques fédérées et fédératives, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et nous pensons que la transformation et les réformes à conduire dans les structures fédérées sont nécessaires, mais elles doivent la structuration et le fait fédératif doivent être aussi encouragés que le fait associatif lui-même. Le troisième point qui me paraît important, c'est de travailler sur ce principe de co-responsabilité. Je pense qu'il a été dit, et je ferai le lien avec mon dernier point, qui est celui de la charte des engagements réciproques. Et donc, la co-responsabilité, c'est-à-dire comment, à un moment, on se pense comme acteur de l'action publique, en co-responsabilité, en capacité aussi de bâtir les règles de cette co-responsabilité. Ça veut dire aussi travailler et penser une doctrine de l'évaluation de nos impacts et de ce que nous produisons et de ce que produit la vie associative. Et ça, c'est un sujet qui me paraît essentiel à assumer par nous-mêmes, c'est-à-dire sans se faire imposer par l'extérieur des critères qui ne nous conviennent pas. Mais c'est un sujet de dialogue indispensable à organiser avec la puissance publique et avec les partenaires de la vie associative. Et le dernier point, et j'en terminerai par là, je pense que évidemment tout appelle aujourd'hui à une révision, je dirais une révision complète de l'action publique et de la façon de mener de l'action publique. Et ça n'est pas une affaire que des associations, évidemment. C'est l'affaire du pays tout entier. On voit bien que la seule manière de mener des politiques de façon descendante ne convient pas, que malheureusement dans notre pays on a cette habitude dont on a du mal à se débarrasser. Je pense que de ce point de vue-là, les innovations viennent du terrain et probablement que c'est avec et à partir du terrain et des collectivités territoriales qu'on peut réinventer et fédérer un certain nombre de solutions et de bonnes pratiques. Beaucoup de choses ont été dites là-dessus, mais je pense qu'il faut être en capacité de faire masse, c'est-à-dire de sortir des petites expériences territoire par territoire pour pouvoir influer réellement et faire en sorte que ça devienne une norme d'une certaine manière de la manière de conduire de la politique publique et donc faire la bonne alliance, je dirais, entre les logiques horizontales, les logiques montantes par l'initiative citoyenne et les logiques représentatives d'une démocratie représentative où à un moment, là, il y a des élus effectivement qui sont là pour animer, pour trancher, pour décider. Il y a un sujet de formation pour ça. Ça a été très bien dit tout à l'heure par, je crois, la personne qui était là pour la ville de Los Angeles. On manque collectivement de méthodes et de méthodologie. Et je pense que c'est aussi un élément essentiel sur lequel il faut qu'on se penche aussi collectivement pour pouvoir nourrir et outiller cette nouvelle façon de fabriquer de la politique publique. Voilà, donc je termine par ça. Je pense que sur ce point-là, le souhait que je fais, c'est que dans tous les territoires où aujourd'hui il y a de l'expérimentation qui est menée, que celle-ci ne se perde pas. C'est-à-dire qu'on capitalise dessus. Ça, je trouvais les capacités à capitaliser dessus et de faire en sorte que dans les partis politiques, d'une certaine manière, dans les programmes politiques, l'ensemble de ces expériences
structurent un discours et permettent de faire émerger politiquement tout ce que nous faisons réellement sur le terrain. Voilà rapidement quelques perspectives et enjeux que je veux partager avec vous. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Avant de donner une parole conclusive à Jean-Louis, je peux dire quelques mots. Alors, bon, d'abord pour remercier l'ensemble des intervenants et ceux qui ont préparé cette journée-là. Remercier aussi le mouvement Colibri et la coopérative Audace qui a mis des moyens techniques pour qu'on réalise ce qui devait être une conférence et donc qui s'est transformé en visioconférence. Et puis peut-être dire, tu finissais en soulignant l'importance que des expérimentations ne se perdent pas et on va tout de suite travailler dès la semaine prochaine à ce que le contenu de la journée puisse ne pas se perdre et être transformé évidemment en un certain nombre d'actes à la fois audio et écrits. Voilà. Je vais faire très très court et m'arrêter principalement sur un point. Mais avant d'en venir sur le fond, je m'arrête juste une seconde sur peut-être l'identification de deux petits outils de travail qui manquent. En tout cas, je ne crois pas qu'ils existent et c'est assez prosaïque, mais je pense que nous avons besoin de ces deux choses pour avancer. D'une part, dans le cadre de cette journée d'études, acteurs-chercheurs, je pense que il faut qu'on continue à travailler sur peut-être une cartographie des rapprochements acteurs-chercheurs. Alors, je sais que des initiatives sont en cours, notamment le mouvement associatif Hauts-de-France est dessus, mais je pense qu'il faut qu'on passe entre guillemets la vitesse supérieure collectivement sur cet enjeu-là, parce que pour l'heure, ça n'existe pas vraiment. Et puis, de la même manière, qui dit travail commun, dit agenda commun. Et je pense que de manière, pareil, assez pragmatique, il faut qu'on avance sur ce type d'outils. Je pense, par exemple, l'UFIS qui est en train de travailler sur des rencontres d'importance, le CRID également avec l'Université des mouvements sociaux cet été, etc. On n'a pas forcément les outils de mise en commun aussi efficaces qu'on pourrait imaginer. Donc, on va se remonter les manches par rapport à ça. Alors, ensuite, bon, il y aurait évidemment énormément de choses à dire. Donc, je vais en retenir qu'une. Et pour ça, je reviens sur la première table ronde de ce matin. Ce matin, on s'est arrêté sur les entraves aux libertés associatives et je pense que ce que le rapport qui a été présenté par Julien Talpin montre, c'est que le développement de ces entraves est permis par un substrat qui est celui d'une accélération de la fragilisation du monde associatif ces dernières années. Et peut-être notamment de ces 10 dernières années, pour reprendre la décennie d'existence du CAC. Du coup, moi, j'ai beaucoup aimé la proposition de Luc Delarminat de l'association Opal de réfléchir collectivement à un plan de relance pour les associations suite à l'invitation, à la proposition que je trouve vraiment stimulante de Jean-Michel Lucas. Stimulante d'ailleurs parce que, entre parenthèses, elle nous permet de travailler sur un décryptage des mécanismes économiques qui est peut-être aussi parfois ce qui manque dans notre culture commune d'acteurs associatifs. Et donc, il ne s'agit pas tant d'un plan de relance pour les associations qu'un plan de relance à partir des associations. Et je pense que là où c'est important, c'est que ça renvoie à une posture. Et je parlais de la fragilisation du monde associatif ces dernières années. Il y a une sorte d'acculturation à cause de ce contexte, qui est que finalement, on prend, malgré nous, à notre corps défendant, une certaine habitude ou certains réflexes d'être quelque part sur la défensive. Et il n'y a rien de plus logique dans la mesure où finalement, à force de voir se transformer les financements publics, à force de voir progresser l'instrumentalisation du monde associatif, on a du mal à se mettre dans une autre posture qui consisterait à reprendre l'offensive. Et je pense que c'est bien là l'enjeu. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé l'exposé de Christine Chognaud sur l'importance du travail prospectif. Et d'ailleurs, ce qu'elle a souligné pour mener à bien ce travail prospectif, l'importance du travail rétrospectif, c'est-à-dire de savoir d'où est-ce qu'on vient. Et moi, je pense que c'est un véritable enjeu parce que ça permet d'aider à recouvrer une certaine fierté. Michel Rio-Sarcey était parmi nous ce matin. Quand on lit son livre « Le procès de la liberté », on voit que l'associationnisme du début du 19e siècle, en gros, nous donne les clés pour penser des perspectives d'avenir. Et sauf que ces clés, il faut qu'on arrive à s'en saisir et à les manier. Et donc,
recouvrer grâce à ça, je le disais, une certaine fierté qui est une arme hein, dans les combats politiques. Voilà. Donc sur les perspectives concrètes, on va prendre le temps de laisser décanter aussi cette journée extrêmement dense. Je pense qu'on va creuser évidemment la proposition de Jean-Michel Lucas et la manière dont elle est adossée avec ce qu'il appelle les tests d'humanité, la croiser avec celle qu'on n'a pas pu voir exploser, mais c'est partie remise qui est donc issue du rapport Baquet-Meshma sur les fonds d'initiative et d'interpellation citoyenne, en discuter avec d'autres acteurs, notamment je pense à un certain nombre d'acteurs du secteur bancaire et de la finance, pourquoi pas, et puis continuer ce que décrivait Philippe Jassant, là, c'est-à-dire par rapport à l'importance des débouchés politiques, à construire un dialogue entre les acteurs associatifs et les solutions qu'ils portent, d'une part, et un certain nombre d'élus et responsables avec qui il va falloir, de la même manière qu'on intensifie peut-être le travail. Voilà, je m'arrête là et je laisse la parole à Jean-Louis. Oui, j'ai juste quelques mots à rajouter à ce qu'ont dit Philippe et Jean-Baptiste. D'abord, vous remercier pour votre participation, en sachant que le mode dans lequel s'est fait la réunion n'est pas le plus satisfaisant pour aucun d'entre nous. Et donc, je rappelle, comme ça a été dit, qu'il y a un espace dans lequel votre expression est possible sur Mediapart, un espace qui s'appelle les associations dans le monde d'après. Donc, on peut continuer aussi ce qui n'a pas pu forcément être suffisamment discuté. Et puis, Jean-Baptiste en parlait, il y aura un certain nombre de traces qui vont être constituées à l'issue de cette journée. Donc, cette journée doit être prise comme une journée qui est plutôt une journée de départ pour une réflexion collective que une journée d'arrivée. Il me semble qu'en tout cas, ce qui a été mentionné depuis ce matin, c'est que nous ne sommes pas là pour nous autocongratuler ou pour être dans l'entre-soi, mais nous sommes là d'une certaine façon parce que la période est grave et qu'il y a un certain nombre de risques démocratiques qui sont sensibles pour nous tous et nous toutes. Je crois que c'est la première chose qui a été notée ce matin, c'est qu'il y a des menaces qui pèsent aujourd'hui plus qu'hier sur l'auto-organisation citoyenne qui est finalement la source même de l'action associative et qu'il y a une dérivation vers finalement ce qui serait un mode uniquement réparateur d'intervention par des prestations associatives. C'est un peu le modèle qui a été présenté dans la deuxième table ronde. Des associations qui seraient uniquement réparatrices et auxquelles on dénierait la possibilité d'intervention dans le débat public. Or, justement, ce qui fait l'identité associative, c'est toujours des couplages entre l'urgence, la réparation et la transformation, la visée d'émancipation, avec des pondérations qui sont évidemment diverses suivant les associations, mais c'est ça qui fait l'ADN des associations. Or là, on essaie de les mettre dans un système qui, finalement, est un système qui réalimente les dépendances, en particulier à l'égard des grandes entreprises, et ça pose un problème démocratique qui est l'autre face de l'autoritarisme qui est en train de se préciser. Donc, je crois qu'on a vu en fin de matinée, et Jean-Baptiste vient de le rappeler, que ça supposait, Philippe l'a rappelé aussi en parlant de structuration, ça supposait finalement de reconnaître aussi toute la partie recherche et développement qui est liée au fonctionnement associatif et qui n'est structurellement pas financée réellement aujourd'hui. Donc on a essayé de tracer des pistes sur les financements associatifs nécessaires, avec à la fois, ça a été dit, un certain nombre de dossiers qui avancent péniblement, mais qui avancent et qui permettent à court terme d'améliorer légèrement la situation. Mais à l'évidence, on n'est pas à la hauteur des enjeux de société qui se posent aujourd'hui. Et je crois que l'intervention sur une autre façon d'aborder cette question du financement associatif est importante parce qu'elle nous rappelle que finalement, ce que l'on présente comme l'objectivité économique, comme ça a été fait pour la dette, est finalement une histoire de convention politique. Et que c'est à partir de cette décomposition aussi
d'un langage soi-disant économique que l'on peut peut-être reprendre une capacité d'initiative dans les propositions de plus grande ampleur qui pourraient être faites. Et je crois que là aussi, c'est une manière de concilier finalement l'action locale et les propositions plus globales qui doit continuer à être travaillées. Et je pense que on voit qu'il y a des perspectives au niveau local qui sont en train d'advenir. Il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été faites avec les exemples qui ont été cités. Je pense que dans la suite de ce que fait déjà le réseau des territoires pour l'économie solidaire, il y a nécessité de continuer cette mutualisation puisque ça a été rappelé, personne n'a la recette, puisque les processus sont difficiles, puisqu'il y a des déficits de méthode vu ce non-financement de la recherche et développement associative. Et donc, je crois qu'il faut compenser à court terme, là encore, par de la mutualisation, mais aussi véritablement s'organiser de manière plus convergente pour faire reconnaître avec une autre ampleur ce qui est fait aujourd'hui dans notre société par le monde associatif. Donc je crois qu'on a parlé d'intercoopération plus marquée au sein de l'économie sociale et solidaire, et on voit bien qu'il y a à balayer devant notre porte, on dit un certain nombre d'intervenants, mais on voit aussi qu'il y a des difficultés pour parler à l'extérieur. On a mentionné l'article du Monde en passant, on voit que toutes les contributions que l'on a dans les médias à propos du monde associatif sont toujours sur ces dérives, en fait. Et il est très difficile d'avoir des contributions constructives qui reconnaissent aussi l'innovation qui est faite en son sein, parce qu'il y a une attirance pour finalement dénoncer les dérives beaucoup plus que reconnaître les contributions qui sont déjà en œuvre. Et ça, je pense que c'est un problème qui se pose encore avec force, qui explique aussi les difficultés que nous avons à parler de ce qui se fait et qui renvoie, je pense, Jean-Baptiste vient de le mentionner, à une invalidation de l'association dans le long terme. C'est une histoire qui a commencé au 19e siècle, dans lequel on a commencé à avoir un discours de mépris et de dédain pour les associations. Et je crois que c'est pour ça que l'on a du mal, finalement, encore aujourd'hui, à faire valoir ce qui est fait dans la diversité du monde associatif. Néanmoins, il me semble que ce qui a été dit aujourd'hui nous donne des éléments. Probablement, ce qui a été amorcé au niveau de la discussion entre responsables publics et acteurs associatifs au niveau local doit être poursuivi, comme ça a été dit, aussi avec une interlocution avec des forces politiques aussi au niveau national pour préparer d'autres échéances. Et je crois que ce qu'il me semble, c'est que nous avons tenté dans cette journée d'avoir finalement une triangulation, c'est-à-dire des acteurs associatifs, des chercheurs, mais aussi des responsables publics. Et je pense que nous devons continuer dans ce croisement entre trois types de savoirs, trois types d'approches qui sont nécessaires, qui sont encore trop cloisonnés, et on voit bien tout ce que l'on a à apprendre les uns des autres. En tout cas, c'est dans ce sens-là que l'on essaiera de continuer, en particulier, mais pas seulement, et modestement à travers, Jean-Philippe le mentionnait, l'Institut Polanyi qui essaye aussi de générer ou de faciliter ces croisements. Merci à toutes et à tous en tout cas pour votre participation et à bientôt.